Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour ouvrir un dossier très sensible. Je fais référence aux jeunes évidemment en ce moment, ça fait beaucoup parler, on va avancer des arguments, je dirais assez singuliers dans cette vidéo. Je pense qu'elle va se démarquer de l'opinion publique générale parce que j'ai quand même quelques idées à vous faire passer. On va pas parler de terrain, on va pas faire l'éloge des jeunes, c'est pas le but de la vidéo, c'est vraiment voilà faire rentrer en compte tous les facteurs qui font qu'aujourd'hui on parle des jeunes. On va commencer évidemment par la dimension de l'entraîneur, Maurizio Pochettino, ensuite la direction sportive du club, et puis après, on va en venir un petit peu plus aux jeunes dans les petits cas particuliers, avec évidemment en premier lieu, en ce moment, la métaphore parfaite qui est Xavi Simons. Installez-vous, c'est parti. Alors on va commencer avec Maurizio Pochettino, puisque depuis son arrivée, on ne peut pas dire que ce soit l'entraîneur qui donne le plus de chance aux jeunes. Pire encore, je pense que ça c'est à mettre à l'honneur de Thomas Tuchel. Si on compare Tuchel et Pochettino, on est sur d'un côté l'entraîneur qui a, je pense, sur l'RQSI donné le plus de chance aux jeunes, hein, on se rappelle Thomas Tuchel, et Pochettino qui est sûrement celui qui du coup en donne le moins parce que vraiment là, alors peut-être qu'il y a eu la préparation bien sûr durant laquelle on les a vus avec les pros et tout ça, et encore les pros, c'était les Icardi, les Rafinha, les Herrera. Bon, Herrera, pas de problème, mais enfin Icardi, je suis pas sûr qu'on puisse le qualifier de pro. Bref, depuis, évidemment, ils sont même pas sur les feuilles de match, dans le groupe, et pire encore, ils ne s'entraînent même pas avec les pros. Et ça, c'est très important. L'entraînement avec le groupe professionnel, enchaîner, faire sa première saison d'entraînement avec les pros, c'est super important parce qu'on sait tous qu'il y a un fossé entre les U19, aujourd'hui au PSG sans équipe réserve bien évidemment, et les pros. Donc pour moi, c'est vraiment, au-delà du fait qu'ils ne jouent pas et tout ça, pour moi, c'est le pire qu'on puisse imputer à Maurizio Pochettino en ce moment. Ça lui coûte quoi de les faire venir au camp des loges plutôt qu'au centre de formation avec les U19? Vraiment, ça lui coûte quoi? Et pour moi, c'est la plus grande des responsabilités de Pochettino, les jeunes qui ne s'entraînent plus avec le groupe. Donc là, le message est catastrophique, mais c'est comme d'habitude, et il y a sûrement quelques circonstances atténuantes à ce message absolument catastrophique. Bref, secondement, bien sûr, on en vient au dilemme. Ça, par contre, il a traversé toutes les époques de l'RQSI. Le fait que les entraîneurs préfèrent un trentenaire qui est nonchalant, qui se repose sur ses lauriers, qui coûte très cher au club, donc qui doit avoir un statut qui reflète son salaire, à un jeune qui coûte moins cher, donc qui a beaucoup moins d'enjeux pour le club, qui jouerait avec insouciance, voilà, peut-être évidemment sans l'expérience du trentenaire en question, mais avec insouciance, et qui au moins courrait. À la différence d'un Draxler par exemple, c'est l'exemple parfait avec Aouchiche quand on lui préférait Draxler et ses prestations insipides, voire quasi fantomatiques, d'un joueur qui a du potentiel évidemment, mais qui ne donne pas tout. Voilà, des joueurs qui ne respectent pas le club dans cette mesure. Aujourd'hui, alors c'est très triste parce qu'à la base, c'était vraiment un attaquant de classe mondiale. On l'a signé pour très cher, il coûte très cher tous les ans. C'était quand même censé être le remplaçant d'Edinson Cavani. Aujourd'hui, Icardi, on attend plus rien de lui, quoi. On n'attend plus rien de lui. Et évidemment que son hygiène de vie, son manque d'implication est à déplorer. Et pire encore aujourd'hui, il fait ces scènes de télé-réalité qui n'ont ni queue ni tête et qui n'ont rien à voir dans l'espace public du club. Évidemment sur les réseaux sociaux, par le biais des stories avec Wanda. Bref, ça c'est très énervant quand on voit qu'un Kalimundo est parti, et même quand on parle des jeunes, on peut faire le lien avec Moiskin, même si bien sûr, pas un Titi. Bref, on va revenir sur les Titi, donc il y a évidemment ce dilemme. Aujourd'hui, alors, les gens qui n'éprouvent pas trop, qui ne sont pas trop dans ce dilemme, répondent oui mais attends, Xavi Simons, Michu, t'es bien mignon, mais ils ont peut-être pas le physique pour jouer en Ligue 1. Ça s'entend parfaitement. C'est vrai que Simon Michu, c'est les exemples les plus éloquents, bien évidemment. Encore une fois, je ramène à la question de l'entraînement. Avant de les faire jouer en match, il faut les entraîner avec les pros. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, donc ça, c'est le plus grave aujourd'hui selon moi, et c'est ce qu'il faut mettre en lumière. Et ensuite, on sait, que Xavi Simons, il a été formé à la Masia, il a travaillé sa vision de jeu, sa vista, ses qualités techniques dans les petits espaces là-bas, distribué tout ça. Il est venu en France, un choix d'une intelligence très bien, parfait. Pourquoi? Parce que la rigueur des lignes défensives en défense, c'est vraiment une de leurs premières caractéristiques tout simplement. Ils sont très rugueux, il y a de la rigueur et il est venu se frotter à ça pour se développer son côté athlétique et le haut de son corps. Aujourd'hui, il a bien progressé et pire encore,
Second facteur qui vient donc en faveur de ce dilemme, c'est qu'aujourd'hui, qui est préféré à Simons, qui est préféré à Michu? Eh bien, l'exemple parfait, c'est Rafinha. C'est même plus Draxler. Rafinha, il est très gentil. Alors lui, c'est pas une question de nonchalance. Mais Rafinha, il y a un fait qui est indéniable. Il a beau être gentil, il a beau avoir appris le français en un temps record, le mec, au bout d'une demi-heure, il est cramé. Il a beau avoir des qualités techniques qui font que parfois il y a un petit sursaut de créativité qui fait du bien, surtout que dans cette équipe, ah bah les mecs, c'est poussif, surtout dans les matchs que Rafinha joue. Mais enfin, il ne faut pas le faire sortir du lot. Pour moi, voilà, Rafinha, on peut facilement lui préférer un Simons. Parce que en termes de rythme, alors c'est peut-être pas à l'épaule contre épaule, quoique des fois il valse vraiment. En bout de 30 minutes, il est grillé. Il est grillé, il est mort pour le haut niveau, Rafinha. Et peut-être qu'un jeune, eh bien, on ne sentirait pas de différence entre Rafinha et un jeune dans cette mesure-là. Voilà pour la question de l'entraîneur. Alors après, on va évidemment parler de la direction sportive. Là, c'est un secret de polichinelle. Je crois que les jeunes, c'est le dernier des dossiers du bureau de Leonardo, bien évidemment. On a prolongé Michu. Aujourd'hui, je crois qu'on l'a prolongé à base de mensonges. Hein. Alors, j'avance rien, il n'y a pas d'informations, je ne sais rien du tout. Mais je suis quasi certain que le mec, on lui a menti et qu'aujourd'hui, du coup, il y a de la méfiance qui se crée chez les autres pour éviter tout simplement de tomber dans le piège du club. Donc, on a une assez mauvaise réputation et visiblement, on n'apprend pas de nos erreurs. Ça fout hors de nous. Et de l'autre côté, évidemment qu'on ne développe pas cette gestion des jeunes. C'est dommage parce qu'on pourrait s'appuyer sur eux. Ça nous éviterait de payer des 7 millions d'euros à un Draxler. Alors bon, Rafinha coûte quasi rien, mais voilà, d'entretenir des joueurs comme ça pour faire gros. Et de toute façon, alors hier je faisais part du paradoxe entre Maurizio Pochettino qui demande du temps et le club qui recrute des Ramos et Messi. Là, il y a un paradoxe qui est énorme. Enfin, les deux, ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. D'un côté, tu en as un qui demande du temps, et l'autre, celui qui fait son recrutement pour gagner la Ligue des Champions l'été d'après, quoi. En juin prochain, il faut avoir la Ligue des Champions avec ce mercato-là. Problème, Pochettino demande du temps. Et bien, avec les jeunes, on retrouve un petit peu ce même dilemme de vouloir gagner la Ligue des Champions au point de délaisser évidemment ces jeunes. Mais attention, parce que je trouve, et c'est là qu'arrive, on va dire, le truc qui va faire débat dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner vos avis, je trouve que même si bien sûr le club gère mal les jeunes, de l'autre côté, dans l'opinion publique, peut-être pas dans les médias parce que ça fait pas de bruit. Enfin, parler des jeunes pour les médias, ça sert à rien, ça leur ferait pas de clic. Ils préfèrent parler du couple Wanda et Cardi. Mais sur les réseaux sociaux, globalement, je trouve quand même qu'on en fait un petit peu trop. Dans la mesure où, si vous prenez déjà toutes les légendes du club, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui aient été formés au club. Donc, le modèle des jeunes au PSG n'a jamais vraiment été développé. Et surtout, je pense qu'en fait, c'est valable pour tous les clubs du monde. Et tu as le modèle Barça qui est venu créer, je sais pas, cette espèce de fantasme, d'utopie, je dirais même d'utopie du modèle des jeunes. Parce que la Masia, bien sûr, aujourd'hui, il y a les Fati, les Pedri et tout ça. Par le passé, ils ont sorti des joueurs absolument formidables et leur projet était construit autour de ça. Mais quel autre club a réussi, alors, à avoir autant de réussite que le Barça dans la formation, mais surtout à construire son modèle là-dessus? Parce que tu peux avoir de la réussite en termes de formation, mais tu as ceux qui optent pour le modèle de revente, par exemple, parce qu'ils sont là pour le business et pas pour la performance. Le Barça, je trouve quand même que ce modèle de la Masia sur la dernière décennie a vraiment fait fantasmer beaucoup de gens, au point qu'aujourd'hui, on en attend trop du PSG par voilà, ce spectre de la Masia qui plane toujours au-dessus. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que, première mesure, franchement, la culture des jeunes, elle n'a jamais vraiment été développée au club. Hein. C'est plutôt le bling-bling, les grandes signatures qui font. Voilà, mais c'est même pas l'RQSI qui a ramené ça. C'était déjà avant QSI. Et là, il y a une dimension historique qui est évidemment très forte. La place des jeunes, elle n'a jamais été vraiment prépondérante au sein du club. Et je pense que ça, il va falloir l'admettre tout simplement. Maintenant, oui, bien sûr, de l'autre côté, énorme gâchis, parce que l'Île-de-France, le PSG est rattaché à l'Île-de-France, qui est probablement le plus grand vivier d'Europe avec le plus de talent. C'est dommage que la plupart fuient vers des clubs comme Le Havre, par exemple, hein, Paul Pogba, Monaco, Lyon, Rennes, les clubs allemands, mais ça c'est à l'étape d'après. Il y a aussi, d'un autre côté, je trouve que quand Leonardo se plaint par exemple dans les médias
que voilà, la législation française favorise en fait le pillage des clubs allemands de nos jeunes. Bon, je trouve qu'il y a quand même un brin d'hypocrisie parce que je suis pas sûr que le débat des jeunes se limite aujourd'hui, soit entièrement réglé. Je suis pas sûr qu'on règle entièrement le problème des jeunes en légiférant sur la durée des contrats. Je suis pas sûr que ça ce soit un véritable problème. Je pense vraiment que le premier ressort c'est pas du tout de l'État ou des lois, c'est vraiment du club. Enfin pour le cas particulier du PSG. Après les autres clubs en France, je dis pas. Peut-être, ok, mais c'est pas nos problèmes. Là, on est là pour parler du PSG. Je pense que là, vraiment, la vraie question, c'est essayer d'apporter un petit peu plus de cohérence dans le recrutement, parce que c'est vrai que même s'il fait plaisir, tu sens déjà que cet été, bah, en fait, l'incohérence au niveau du recrutement, et là je vais élargir, déjà quand tu vois le mercato d'été, hein, et là vraiment, je vais vraiment jusqu'à la signature de Nuno Mendes, je comprends pas pourquoi aujourd'hui on n'a pas de système à 3. Je comprends pas pourquoi aujourd'hui on joue pas pour essayer, on recrute pas, en fait, on recrute des mecs, mais 2 mois après, c'est pas normal. 2 mois après, ils sont utilisés n'importe comment, et donc ça se ressent au niveau de leur performance. Enfin, Leonardo, Pochettino, quand on a recruté Hakimi, Nuno Mendes, ils ne savaient pas ça, que dans la défense à 4, ça allait être compliqué. Surtout si tu titularises les deux. Quand tu recrutes Wijnaldum, il ne savait pas que voilà, c'est un joueur quand même qui a besoin d'être dans une équipe organisée, où il y a un vrai collectif, où chacun a un rôle à jouer défini, et où lorsqu'il a un rôle à jouer défini et complémentaire du rôle des autres, eh bien il excelle. Ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Alors bien sûr, c'est aussi du ressort du joueur, mais c'est ça que je veux dire. Quand tu recrutes, tu sens qu'il n'y a pas vraiment de cohérence. Quand tu recrutes les seconds couteaux, pareil, je ne pense pas que tu penses vraiment aux jeunes. Voilà, voilà. Et puis, dernière dimension à prendre en compte. Alors ça, c'est petite nuance qui est à mettre pour Pochettino. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le début de saison, et là, quand tu vois les matchs, le ballottage défavorable contre Metz, contre Angers avant la Ligue des Champions, en Ligue des Champions elle-même, contre Bruges, contre Leipzig encore, enfin bref, à chaque match, on est en ballottage défavorable quasiment. C'est vrai que quand tu arrives à la 60e minute et que tu es à 1-1, c'est pas forcément l'idéal pour changer, pour faire rentrer un jeune, parce que c'est à double tranchant. C'est à double tranchant. C'est pas mauvais, mais c'est à double tranchant. Je dis pas que c'est mauvais, mais c'est à double tranchant. D'un côté, si le jeune il te fait gagner le match, là c'est nickel. Là franchement c'est parfait et tu te redors ton image comme il faut. Et de l'autre côté, s'il rentre et qu'il ne fait pas la différence parce qu'il y a quand même la pression d'un résultat, c'est vrai que c'est compliqué. De l'autre côté, le PSG qui mène 4-0 au bout de 60 minutes, il est très très loin. Il est très très loin. Voilà, et il nous manque évidemment. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui joue en la faveur du club dans la gestion des jeunes. Je pense avoir développé tout ce que je voulais développer dans cette vidéo. Donc voilà, j'aimerais quand même un petit peu plus de mesures chez les supporters. Je trouve qu'on en fait un petit peu trop, avec notamment le spectre de la Masia et le fait que la culture jeune n'ait jamais vraiment été le point névralgique de tous les projets montés avec ce PSG. Hein, que ce soit voilà, tous les fonds d'investissement qui sont arrivés. Bon, on n'a jamais... Les jeunes n'ont jamais eu de place prépondérante. Et puis voilà, pour évidemment ce qui est du ressort du club, qui est le premier à incriminer bien sûr, l'entraîneur, déjà les faire venir avec le groupe. Et puis la direction sportive, déjà pas leur mentir, comme avec Michu, même si là encore une fois il n'y a aucune information, mais bon... on n'est pas con quoi. Enfin, on n'est pas abruti. On sait très bien que pour prolonger un jeune, suffit pas de lui proposer 30 000 euros par mois. Non, il faut quand même quelques petites garanties, lui promettre des choses. Et aujourd'hui, on lui a promis, il s'entraîne même pas avec le groupe, c'est assez compliqué. Bref, voilà pour les jeunes. Je pense avoir tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Très bonne soirée à tous, très bon week-end à tous, week-end de classico. Bien évidemment, on a hâte d'être dimanche soir. Allez, bon week-end et puis on se dit à demain ou dimanche, de toute façon dimanche bien sûr pour le débrief, et demain dans le meilleur des cas pour faire une petite vidéo. Allez, très bonne soirée, ciao.